Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Il s'agit de parler des livres que je trouve sur mon chemin. Celui d'aujourd'hui, Si je reviens comme je l'espère. Lettres du front et de l'arrière 1914-1918. Sur la couverture, il est écrit que les présentations et les notes sont de Rémi Casals et Nicolas Offenstadt. Et sur le dos, sur la quatrième de couverture, il est écrit Joseph, Lucien, Marcel et Marthe Papillon. Ça devrait être le contraire. Parce que les auteurs de ce livre, c'est Joseph, c'est Lucien, c'est Marcel, c'est Marthe Papillon et d'autres membres de cette famille Papillon qui s'écrivent sur le front. Je pense qu'ils auraient mérité d'être sur la couverture du livre et non au dos. Parce que, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de lettres retrouvées par Madeleine et Antoine Bossart à Vézelay, dans une maison qui avait été habitée auparavant par cette famille Papillon, famille populaire, le père cantonnier, les enfants ayant suivi des études assez peu avancées. Le plus avancé est clerc de notaire, d'autres se dirigent vers l'agriculture, la fille est servante dans une maison à Paris, et on est dans un milieu populaire qui s'échange des lettres pendant la Première Guerre mondiale et qui va donc vivre cet événement, va le subir et va, sans le savoir, nous montrer la réalité réelle, la réalité vue par ceux qui sont en plein dans cette guerre. Parce que très souvent, quand on parle des guerres, quand on parle de cette Première Guerre mondiale, on a la vision vue d'en haut, vue de ceux qui ont décidé de la guerre, vue de ceux qui ont une vision globale, qui peuvent nous parler des batailles de la guerre, qui peuvent nous parler du déroulement de la guerre, qui peuvent nous parler des causes de la guerre et nous faire saisir les enjeux internationaux, les enjeux diplomatiques, les enjeux militaires. Mais finalement, on a assez peu le regard de ceux qui sont dedans, et le terme de dedans est important, dedans les tranchées ici, et de ceux qui sont derrière, mais affectés parce qu'ils ont leurs proches qui sont dedans, les gens du peuple qui ont été envoyés par millions se faire massacrer par des gens qui restaient chez eux ou qui étaient embusqués, le terme est assez fréquent dans ce livre-là. Et lire ces lettres d'une famille normale, d'une famille ordinaire, coincée dans cette guerre, permet de prendre ou de se rendre compte de l'ampleur du crime contre la population, qu'a été cette guerre. En lisant ceci, je peine à trouver le moindre sens, la moindre justification à l'envoi de ces gens ordinaires dans cet enfer. Dire que ces gens-là sont des héros ou qu'ils sont morts pour la France ou pour d'autres pays, il s'agit de la France ici, mais ça serait valable ailleurs, me paraît faux. Dans le sens où ces gens-là ne sont pas morts pour la France, ces gens-là sont morts pour rien. Et sans savoir pourquoi ils mouraient.
Le patriotisme est totalement absent de cet ouvrage, de ces lettres. On se bat parce que on doit se battre, que on a été appelé pour le faire, et il y a des leitmotifs qui viennent très souvent. C'est par exemple, pourvu que ça se termine. Quand est-ce que ça va se terminer? Dès 1914, dès le début de la guerre, quand Marcel Papillon écrit à ses parents, c'est pour dire qu'il n'en peut plus. Et tout au long de la guerre, alors qu'il est aux premières lignes, ça revient, cette attente de la paix. Quand est-ce qu'ils vont enfin signer cette paix? Et ça, avec la description du quotidien des tranchées, description qui n'a peut-être pas le souffle descriptif d'autres livres. Je suis aussi en train de lire, et j'en parlerai bien sûr un peu plus tard, Le Feu de Henri Barbus, qui décrit l'horreur de la vie dans les tranchées. On détaille beaucoup moins cette vie dans les tranchées ici, mais on la sent directement dans ses effets sur la vie intime, sur la vie familiale, sur les relations entre les individus. Je vais lire quelques passages. Dans la famille Papillon, 3 des fils sont envoyés à la guerre. Joseph, Lucien et Marcel. Et là, on est en 1915. Marthe a ses parents, le 15 novembre 1915. Avez-vous des nouvelles de Joseph? Ou alors que devient-il? Hier, j'ai vu Hortense. Elle est comme moi, sans nouvelles depuis longtemps. Une lubie ne lui durerait pas aussi longtemps. Je commence à me tourmenter. Puis, mademoiselle Gabrielle, la caissière, m'a demandé si j'avais de bonnes nouvelles de mon dragon. Elle m'a dit que c'était extraordinaire, en effet. Là-dessus, elle m'a dit que l'ancien commandant de Joseph lui a écrit et lui a dit qu'il avait su par des officiers du 13e dragon que la moitié du régiment qui a pris place aux tranchées a été très éprouvée par les gaz asphyxiants. Tout cela donne à réfléchir. Mais si jamais il est en bonne santé et que ce soit un caprice, qu'est-ce que je lui passerai? Puis, un peu plus loin, Madame Papillon à Joseph. Lettre retrouvée non décachetée et renvoyée par l'armée le 22 décembre avec la mention « Le destinataire n'a pu être atteint. Retour à l'envoyeur. Le 18 novembre 1915. Mon cher Joseph, voilà 1 mois que l'on n'a pas reçu de tes nouvelles. Récris-nous aussitôt, car la caissière de la patronne à Marthe lui a dit que ton ancien commandant lui avait écrit que le 13e avait été asphyxié à moitié. Récris-nous par le retour du courrier. Je tremble comme la feuille. Quand tu auras répondu, je t'en écrirai plus long. Ta mère qui t'embrasse. Et puis, un peu plus loin, Marthe à ses parents, le 19 novembre 1915. Il est 7 heures du soir. Je viens de recevoir la réponse du capitaine et vous la joins à ma lettre. Mademoiselle, votre frère était aux tranchées le 27 octobre et se trouvant incommodé par les gaz asphyxiants, il s'est rendu au poste de secours et a été ensuite évacué sur une ambulance. Je suis sans nouvelles de lui depuis cette date. Peut-être pourriez-vous écrire aux médecins de l'ambulance de Mourmelon-le-Petit, de Thuisy et à l'hôpital de Chalon-sur-Marne. Il est probable que vous en aurez des nouvelles. Croyez, mademoiselle, à l'assurance de mes meilleurs sentiments. Et c'est signé un certain La Fontaine. Marcel à Joseph, renvoyé à Vézelay par l'armée, le 20 novembre. Que fais-tu? Que deviens-tu? Il y a longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Vers moi, il fait mauvais temps, la neige tombe, je suis toujours en bonne santé.
J'attends de tes nouvelles par un prochain courrier. Lucien, à ses parents, le 21 novembre 1915. Je vous envoie ces quelques mots pour vous donner de mes nouvelles. J'ai reçu une lettre de Marcel, mais point de Joseph. Je ne sais pas ce qu'il fait. Moi, je vais aller voir mardi après-demain. Je ne sais à quelle heure je vais partir, mais je pense arriver mardi soir. Un peu plus loin. Du médecin-chef à Léon Papillon. En réponse à votre lettre du 21 novembre, j'ai l'honneur de vous faire savoir que nous n'avons pas en traitement le soldat Papillon et que je ne possède aucun renseignement à son sujet. Vous pourriez peut-être vous renseigner auprès des officiers de son escadron qui pourraient vous indiquer sans doute sur quelle formation il a été évacué. Mourmelon-le-Petit, 28 novembre 1915, le médecin-chef. Signature illisible. Le chef de l'escadron, commandant le dépôt du 13e régiment de dragons à Montauban, à monsieur le maire de Vézelay, Yonne, 19 novembre 1915, manuscrit. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous informer que je viens d'être avisé officiellement par le ministère de la Guerre que le cavalier Papillon Louis-Joseph, matricule 2739 du 2e escadron du 13e dragon, est décédé le 6 novembre 1915 des suites de blessures reçues sur le champ de bataille à l'ambulance 260 à Mourmelon-le-Petit, Marne. Le cavalier Papillon était le fils de Louis-Joseph, dit Léon, et de Gauthier Émilie-Marie, domicilié à Vézelay. Je vous prie de vouloir bien, avec tous les ménagements nécessaires, aviser la famille du cavalier Papillon du décès de celui-ci, domicilié en votre commune, mort pour la France. Marcel à ses parents, le 23 novembre 1915. 2 mots pour vous donner de mes nouvelles qui sont bonnes pour l'instant. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Joseph. Le médecin principal de 2e classe Joly, médecin-chef de l'annexe militaire de l'hôpital civil de Chalon-sur-Marne, à monsieur Papillon Léon, cantonnier-chef Vézelay, Yonne, le 23 novembre 1915. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le soldat Papillon Joseph est inconnu à l'hôpital militaire. Je transmets votre lettre aux diverses formations sanitaires de la place en vue des recherches à faire et vous aviserai du suivi. Marthe à ses parents, le 24 novembre 1915. Mes chers parents, quel coup quand j'ai reçu votre lettre hier matin. J'avais espoir. Je ne peux croire qu'il est mort, ce pauvre Joseph. Je me le représente toujours comme je l'ai vu au mois d'août. Etc. Cette série de lettres dont j'ai piqué quelques passages autour de la mort d'un des frères Papillon, les 2 autres vont survivre, Lucien et Marcel, mais Joseph pas, alors que pourtant c'était celui qui était au début de la guerre le plus à l'abri. Il n'avait pas vécu comme Marcel les combats du bois aux prêtres, comme Lucien qui se retrouvera aussi dans les tranchées, les pires moments de la guerre. Mais il va être envoyé au front au moment où on envoie le gaz, et c'est ainsi qu'il va mourir. Mais on voit aussi la confusion dans la transmission des informations à la famille, et l'angoisse de la famille qui, ne recevant plus d'informations, va par tous les moyens essayer d'en trouver, va finalement recevoir l'information fatale. Et ça, ce moment où on brise une famille par la mort d'un homme, par la mort d'un frère, d'un fils,
C'est ça la guerre. Voilà la réflexion qu'on se fait, une réflexion simple. Ce sont des gens simples qui écrivent ici, des gens qui ne maîtrisent pas forcément l'orthographe. Les lettres de Lucien sont bourrées de fautes d'orthographe et parfois difficiles à lire. Les lettres de Marcel sont un peu plus de matière et sont beaucoup plus correctes au niveau de la langue, mais on n'est pas du tout dans une esthétisation de la guerre ou dans une réflexion qui cherche à comprendre les tenants et aboutissants de l'homme en guerre. On est dans la guerre vécue. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort. Il y a la lassitude de la guerre. Mais en même temps, il y a aussi, par moments, la haine des Allemands, des Boches, comme on les appelait, qui va survenir, notamment au moment où on apprend la mort du frère ou la mort des camarades qui sont avec nous, et on veut se venger. Mais en même temps, il y a la description de ce qu'on appelle les embusqués, les gens qui profitent de la guerre sans la faire. Et puis il y a aussi la bonne blessure, c'est-à-dire quand Lucien, par exemple, est blessé, ça lui arrive 2 fois, où il doit se faire opérer. En gros, c'est une bonne nouvelle. Et Marcel, quand il lui écrit, il lui dit « Prends le temps. Tu es blessé, que la convalescence dure, surtout qu'il ne s'agit pas d'une blessure grave. Quand on vient à espérer la blessure, pour éviter d'être confronté à une mort omniprésente, il me semble que là, on atteint une limite, on atteint quelque chose qui condamne la guerre comme solution à n'importe quel problème. Et ce livre-là, sans le dire directement, ou en l'esquissant, parfois dans les lettres de Marcel, il y a des termes qui condamnent la guerre. Par exemple, dans une lettre du 7 juillet 1915, où il décrit une confrontation directe avec les Allemands, il a cette réflexion. Il y a eu une attaque la nuit passée, il s'est déchaîné en même temps un orage épouvantable. C'étaient bien tous les éléments déchaînés. On ne peut rien voir de plus terrible, le canon, les fusils, les éclairs, le tonnerre et la pluie à torrents, les râles des mourants, les plaintes des blessés. Beau spectacle de civilisation pour le XXe siècle. Le sommet de la civilisation, la barbarie mélangée. Et la barbarie qui l'emporte. Voilà ce que c'est que la guerre. Donc ces témoignages directs de la guerre me paraissent les plus importants pour comprendre ce qu'est une guerre. D'où l'importance pour moi de cette lecture-là, si je reviens comme je l'espère, de la famille.